Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada, aujourd'hui le 20 mars 2015. Bonjour à nos amis au Canada, en France, en Haïti et dans les autres pays francophones. Donc aujourd'hui, on est en train de conclure une semaine très riche en rebondissements. Et pas à peu près, donc on va parler de plusieurs choses, notamment de quatre déclarations faites par des politiciens de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Italie. Des déclarations justement qui démontrent une intention en Europe et aux États-Unis d'aller contre la tendance actuelle, la tendance qui est vraiment une tendance vers la guerre mondiale. Et aussi une tendance évidemment vers l'austérité financière, quitte à risquer un effondrement du système mondial. De plus, on va parler du scoop de la semaine, c'est-à-dire la volonté de la Grande-Bretagne, est suivie maintenant par la France, l'Italie et l'Allemagne, pour ne citer que eux. On pourrait aussi parler de la Nouvelle-Zélande et l'Australie. En fait, des nations qui veulent se joindre à la fameuse banque de développement pour les infrastructures et une banque qui est asiatique. Donc l'acronyme en anglais est le AIIB. Donc la Banque asiatique pour les investissements dans l'infrastructure, un fonds énorme de environ 100 milliards de dollars et un fonds qui pourrait augmenter puisque il semble que plusieurs nations en fait veulent se joindre à cette banque-là, qui signifie un énorme changement dans la politique mondiale, sachant que les nations du BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, sont en train de mener une campagne où on veut renverser le système économique actuel. Ce qui veut dire que la AIIB n'est pas simplement une banque habituelle. C'est une banque qui vise un véritable développement, contrairement à la folie du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ont prouvé à plusieurs reprises leur incompétence à amener un véritable développement. On parle souvent des fameuses conditionnalités du FMI qui obligent les nations preneurs de prêts de transformer leurs politiques internes afin de remplir les demandes insensées du Fonds monétaire international. Et on va terminer la discussion avec une déclaration de M. Lyndon LaRouche, économiste américain qui est à la tête du LaRouche PAC aux États-Unis et qui est l'instigateur d'un mouvement international dont je fais partie avec le Comité pour la République du Canada. Et sa déclaration en fait sur le rôle actuel de l'Allemagne après les déclarations dont je vais parler, les déclarations de deux personnages allemands très importants. Le premier étant le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, un dénommé Frank-Walter Steinmeier, qui lui avait déclaré dans une déclaration à une conférence au CSIS, donc en français le Centre pour les études stratégiques et internationales de Washington. Et dans cette déclaration, M. Steinmeier, évidemment, est resté diplomatique, mais a parlé de manière très directe du danger de la volonté du gouvernement Obama de faire parvenir des armes létales au régime de l'Ukraine et qu'en fait, la conséquence diplomatique de pareille action serait sans précédent. On sait récemment, on a parlé beaucoup à notre émission des accords de paix de Minsk II, donc des accords de paix entre la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne, visant à amener une stabilité dans la région de l'Ukraine. Évidemment, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont montré leur intérêt plutôt à faire la guerre à la Russie, plutôt que d'appuyer un processus de paix et d'amener des armes au régime de Kiev, créerait ces conditions où le processus de paix disparaîtrait très rapidement. Et on connaît déjà l'intérêt du gouvernement ukrainien de briser ces accords-là. Le gouvernement ukrainien étant maintenant influencé, pas simplement un peu, mais influencé énormément par certaines factions américaines et britanniques, et aussi des factions néo-nazies appuyées par l'Occident depuis le fameux coup du Maïdan
il y a de ça quelques années. Donc, pour revenir à la déclaration de M. Steinmeier, donc je vais vous lire un certain extrait ici, où il dit, M. Steinmeier dit, « Nous devons porter notre regard au-delà du conflit entre la Russie et l'Ukraine et penser à notre future relation avec Moscou. Ceci signifie que nous ne devons pas cesser nos contacts avec la Russie et utiliser les derniers canaux de communication pour prévoir une sortie de crise et pour l'avenir, préparer la voie pour une relation de coopération améliorée. » Donc évidemment, le discours dur contre Poutine n'est pas un discours avec lequel M. Steinmeier est d'accord. Et donc certaines factions en Allemagne aussi veulent changer cette position-là. Et aussi, M. Steinmeier a rejeté de manière assez explicite l'envoi d'armes à l'Ukraine, disant que cela conduirait à une escalade de la crise qui échapperait à tout contrôle. Donc il dit, je cite, « Je comprends que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'experts, appellent à une solution plus rapide et par conséquent fondée sur l'action militaire. Mais, connaissant la genèse et la structure du conflit, il est évident, selon moi, que les alternatives à notre approche qui sont discutées peuvent en faire accroître le nombre de victimes, étendre la zone de conflit et conduire le conflit vers une nouvelle phase plus tendue. Peut-être jusqu'à un point de non-retour. Il n'y a aucune garantie pour que notre approche, l'approche de Normandie, nous conduise au succès. Mais je suis sûr qu'il n'y a aucune garantie de succès pour les autres approches qui sont discutées. J'ai bien peur que ce soit même le contraire qui se produise. » Et M. Steinmeier continue et conclut, « Pour nous en Europe, a-t-il ajouté, pour nous en Europe, la Russie restera toujours notre plus grand voisin. Personne n'ignore que la confiance vis-à-vis de la Russie est à son plus bas maintenant. Il faut toutefois retrouver une nouvelle base pour rétablir le contact, même si cela doit prendre des années ou des décennies. » Donc aussi, il faut souligner que M. Steinmeier a rencontré son homologue John Kerry et la conseillère d'Obama sur la sécurité nationale Susan Rice. Et on peut souvent se douter que le discours tenu par Steinmeier était le même, voire un discours encore plus explicite durant ces discussions privées. Donc, des déclarations très importantes et qui est en fait appuyée par une autre déclaration, celle-ci venant de l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt, qui était chancelier durant les années 80-90 en Allemagne, qui lui a déclaré dans le quotidien Bild Zeitung du 12 mars qu'en fait l'escalade du conflit en Ukraine pourrait conduire à une véritable guerre chaude entre l'OTAN et la Russie. Donc Schmidt a aussi dénoncé l'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne vers l'Est, un processus qui remonte, selon lui, au traité de Maastricht du début des années 90. Donc il dit, je cite, « Nous ne sommes pas obligés d'aimer la politique de Poutine, mais il faut la comprendre dans son contexte historique et la prendre au sérieux. » Donc on se rappelle de M. Helmut Schmidt, en fait, qui était président à un moment clé pour l'Allemagne, c'est-à-dire en fait pour l'Allemagne et pour le monde, c'est-à-dire durant la chute du mur de Berlin. Et M. Schmidt, qui à l'époque discutait en fait de grands projets de développement pour la nouvelle Allemagne unifiée, en fait s'est vu refuser cette proposition-là par la France, l'Angleterre et les États-Unis, donc George Bush Senior, Margaret Thatcher en Allemagne et François Mitterrand en France. Et on se rappelle que M. Schmidt disait dans une de ses biographies qu'à l'époque, le François Mitterrand avait fait la menace de guerre contre l'Allemagne si l'Allemagne allait de l'avant avec leur projet de développement économique. Donc, M. Schmidt sait très bien que derrière cette Union européenne se cache un monstre impérial et que sa sortie dans les médias est très importante, très significative, surtout pour l'Allemagne en général. Et évidemment, M. Lénine-Larouche a souligné l'importance de ces prises de décision venant de ces deux responsables allemands. Et selon lui, ces citations peuvent changer le cours de l'histoire à un moment où la question qui se trouve sur la table est celle de la guerre ou de la paix, du chaos ou de la prospérité. Car on se rappelle que l'Allemagne est plutôt reconnue avec la France pour avoir une ligne dure concernant la Grèce
et ayant quand même voulu ouvrir là, le dialogue avec la Russie, notamment avec les fameux accords de Minsk II. Donc, voici les deux premières déclarations. La troisième, on en a parlé la semaine dernière, mais il faut le rappeler. Martin O'Malley, aux États-Unis, ancien gouverneur du Maryland et ancien maire de Baltimore, a fait une déclaration lors d'une entrevue à la télévision où il avait parlé de la nécessité de ramener la loi Glass-Steagall, cette loi de séparation bancaire stricte, pour en fait mettre un terme à la spéculation et à la souffrance de la population aux États-Unis. Donc, durant son entrevue, M. O'Malley a parlé de sa volonté de se présenter à la présidence américaine pour la campagne présidentielle de 2016. Et après avoir parlé de cette volonté-là, avait parlé de la loi Glass-Steagall. Donc, il dit, je cite, « Nos problèmes ne vont pas se résoudre d'eux-mêmes. Plusieurs de ces choses qui ont été faites pour déconnecter le dur labeur des travailleurs américains de la productivité des entreprises ont été de notre propre fait. Nous sommes responsables de nos propres malheurs. » Évidemment, là, on parle de quelque chose dont on va parler plus tard dans notre émission, mais aussi, on parle d'économie. On parle de l'effondrement économique aux États-Unis et la dissociation entre les travailleurs et, en fait, les entreprises où l'idée de productivité a été mise au rencard et on essaie de faire de l'argent avec de l'argent. Donc, on spécule sur la valeur des entreprises et l'économie physique est maintenant dissociée de l'économie en soi. Donc, M. Marley continue, il dit en fait qu'une des principales mesures à mettre en place, c'est la loi Glass-Steagall. Et je cite ici, il dit « Pendant 70 ans, nous avons empêché les banques de jouer avec notre argent, de détruire notre économie et de fouler aux pieds le bien commun. Et nous avons maintenu une économie stable et en bonne santé. » Donc les 70 ans du règne de Glass-Steagall aux États-Unis, qui a été mis en morceaux en 1999. Donc de 1933 à 1999, le Glass-Steagall était effectif. Donc, M. O'Malley continue et dit « Tout le monde, dans les deux camps politiques, dit que nous devrions faire cela, devrions mettre Glass-Steagall, mais rien n'est fait. Certains dans mon propre parti se présentent comme défenseurs d'un Dodd-Frank version légère. C'est une pseudo-réforme bancaire concoctée par le gouvernement Obama. Et ces gens-là disent, je cite, « Nous ne voulons offenser personne sur Wall Street et ne parlons donc pas franchement de la manière dont nous pourrions mettre fin à ce comportement excessif. » Donc, très important, on voit maintenant depuis quelques années que la fameuse crise de 2007, 2008, 2009, en fait, a amené ces fameuses banques, ces fameuses institutions financières qui étaient supposément sur le point de la dégringolade. En fait, ce sont ces banques qui ont fait un véritable profit durant cette crise. Donc, on n'a aucunement aidé les nations. En fait, les nations étaient obligées d'aider ces banques à faire un profit monstre. Et le comportement de ces banques-là, leur comportement excessif, selon O'Malley, n'a pas changé. Donc, très important, et on peut terminer avec une déclaration plus récente, cette fois-ci en provenance de l'Italie, une déclaration de l'ancien ministre des Finances de l'Italie et actuel sénateur Giulio Tremonti, qui a parlé devant le Sénat le 18 mars, donc cette semaine, en fait, a parlé sur la politique de l'Union européenne par rapport à la Grèce. Donc, il dit que, en fait, la situation avec la population grecque et les exigences de l'Union européenne sont tellement déconnectées, sont tellement dangereuses que même Margaret Thatcher, qui était reconnue comme étant la dame de fer de l'Union européenne, même elle, selon Tremonti, n'oserait pas imposer les réformes de l'Union européenne tellement elles sont brutales. Et M. Tremonti va jusqu'à comparer le gouvernement installé à Bruxelles, donc le gouvernement de l'Union européenne, donc il les compare à la cour de l'empereur romain Élagabalus. Donc l'empereur Élagabalus qui est reconnu à travers l'histoire comme ayant dirigé en fait une des cours romaines les plus dégénérées de l'histoire. Donc là on parle de environ l'an 220 après Jésus-Christ. Et M. Tremonti est très clair en disant que ce qui s'est passé, c'est que, et les gens oublient ça, c'est que
la Grèce, pour accéder pour accéder à l'Union européenne vers l'an 2002, a reçu énormément d'argent. Évidemment, on voulait financer les Olympiques je crois, de 2008. Donc, on a investi énormément dans des infrastructures de divertissement, des piscines et des voitures et tout ça. Et en fait, des produits qui n'étaient pas nécessairement faits en Grèce en passant, mais faits par d'autres pays des pays en fait plus pauvres. Et par la suite, après cette création de richesse pendant 10 ans, ou cette fausse création de richesse plutôt, après ça, ben évidemment, la crise a frappé. Et là, la Grèce a été obligée de rembourser les dettes. Mais cependant, on a, contrairement à l'habitude où si la personne qui emprunte fait faillite, eh bien évidemment, c'est les créditeurs qui aussi doivent en fait subir l'impact de ça. Mais cette fois-ci, concernant la Grèce, c'était le contraire. C'est-à-dire que la Grèce a dû en fait se couper les deux jambes pour rembourser les dettes. Et Tremonti fait une allusion très intéressante où il dit que le problème, c'est pas que la Grèce se soit introduite en Europe, mais c'est que l'Europe et son système de l'euro s'est introduit en Grèce. Donc, il a imposé à la Grèce des réformes qui étaient en fait des réformes impossibles en termes de coupure par-ci, de privatisation par-là. Et donc, l'Europe a imposé à la Grèce un régime qu'aucune nation, en fait, ne voudrait avoir. Et c'est pour ça, et je vais en parler dans mon prochain point, et c'est pour ça, en fait, c'est à cause de cet effondrement bancaire, financier, en Europe et à travers le monde, que maintenant, on a des nations en Europe, et notamment aussi la Grande-Bretagne, qui veulent se joindre à la mobilisation du BRICS, notamment en joignant la Banque asiatique pour le développement des infrastructures, donc la AIIB. Donc la Grande-Bretagne qui a annoncé récemment sa volonté en fait de joindre et a pris un peu tout le monde par surprise parce que la banque a essayé en fait de s'adjuger ce qu'on appelle l'avantage du précurseur, donc en espérant joindre le premier et avoir un peu plus, justement, recevoir un peu plus de cette banque en joignant le premier, évidemment dans les nations de l'Europe. Maintenant, on a la France, on a l'Allemagne, on a l'Italie, on a la Nouvelle-Zélande, on a aussi l'Australie qui discutent de joindre cette institution pour le développement économique. Et c'est très important. Il faut encore le rappeler à nos auditeurs. On a évidemment beaucoup de gens qui, en fait, sont très sceptiques par rapport à la Chine, par rapport aux nations du BRICS, par rapport à leurs intentions. Mais il faut le rappeler, on parle ici maintenant d'un changement de dynamique mondiale. Les BRICS, la AIIB n'ont rien à voir avec la spéculation, n'ont rien à voir avec financer des banques qui en fait sont des parasites sur la population des nations à travers le monde. Donc, les Britanniques ont fait la décision, en fait, le 12 mars, de se joindre aux 27 autres membres fondateurs de la banque, de la AIIB, et donc ont dépassé les nations qu'on vient de nommer, mais ce n'est qu'une question de temps, une question de quelques semaines avant que d'autres nations en Europe veulent se joindre à cette dynamique-là. Et on sait par exemple que, la Chine, en fait, le vice-premier ministre de la Chine, un dénommé Ma Kai, est passé à Berlin le 17 mars pour rencontrer le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, pour discuter justement de plusieurs questions par rapport à comment combattre le blanchiment de l'argent de la drogue, comment arrêter le financement du terrorisme, discuter de coopération sur le contrôle bancaire, sur les monnaies, etc., mais aussi sur le potentiel, le fait que l'Allemagne potentiellement peut se joindre à la AIIB. Donc, il a été discuté maintenant. Évidemment, M. Larouche a dit, écoutez, tant que l'Allemagne a une position dure sur la Grèce, ça va être difficile de voir l'Allemagne comme étant un joueur prominent pour la AIIB. Donc, il faut faire preuve de précaution.
mais ça démontre quand même qu'il y a un discours en Allemagne, qui veut aller à l'encontre de la politique de l'Union européenne et de la politique de Wall Street et de la City de Londres. Donc, en fait, les conséquences de ça, c'est en fait, de voir cet enthousiasme en Europe pour joindre la AIIB. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que les États-Unis et surtout le gouvernement de Obama se retrouvent, pour certains, se retrouvent humiliés, pour d'autres, se retrouvent en fait isolés et dans une position de faiblesse. Parce que Obama et les États-Unis continuent d'avoir une position dure contre la Chine et c'est même vu en fait un peu agacé par cette mouvance de la Grande-Bretagne et des autres nations vers la Chine, vers le BRICS. Donc il y a eu plusieurs déclarations dans le Washington Times par exemple où David Sands écrit que en fait la bataille entre Pékin et Washington autour d'une banque de développement sponsorisée ou parrainée par la Chine, c'est en train de devenir en fait de créer cette isolation et cet embarrassement pour l'administration Obama. Et on peut parler aussi du Washington Post, du Wall Street Journal, différentes déclarations dans la même veine, notamment aussi China Real Time et dans le Global Times de la Chine, dans lequel il y a un article qui discute en fait la position de la Chine, où la position en fait de la Chine, c'est de rejeter le concept de géopolitique. Et le but de la Chine, c'est pas d'isoler les États-Unis. La Chine a déjà offert en 2014 à ce que les États-Unis se joignent à la AIIB. Donc la Chine n'est pas en train de jouer ses cartes comme une espèce de joueur de poker impérial. C'est le contraire, la Chine veut que tout le monde se joigne à la AIIB et à la nouvelle dynamique de développement promue par la Chine. Et en fait, les gens se demandent, notamment comme l'agence de presse chinoise a publié récemment, où on dit donc Washington, qu'attendez-vous pour vous joindre à la AIIB? On dit bienvenue à l'Allemagne, bienvenue à la France, bienvenue à l'Italie. Et là, il reste Washington qui, en fait, va devoir prendre une décision. Et évidemment, soit la décision sera positive, ou la position pourrait être négative, et ça va justement se traduire par un accroissement du pivot asiatique, donc le pivot asiatique qui est la stratégie militaire des États-Unis et de l'OTAN plus généralement contre la Chine, donc dans la région de l'Asie, mais aussi par une augmentation, une pression faite par les États-Unis de leur proposition, qui est déjà un peu une proposition oubliée, mais qui est toujours là, la proposition de partenariat transpacifique, contrairement justement à la position de la Chine qui, elle, veut développer les infrastructures, développer les technologies, développer des véritables emplois. Le TPP est plutôt une espèce de nouveau libre-échange dans lequel personne ne gagne, sauf le système bancaire, certaines compagnies, certaines multinationales, dans lesquelles on continue à utiliser les pays pauvres comme producteurs, donc de promouvoir ce qu'on appelle le fameux cheap labor, plutôt que d'avoir une véritable politique de développement comme celle des BRICS, donc la proposition pour le développement d'une nouvelle route de la soie et d'un pont terrestre mondial. Donc, ça vaut la peine maintenant de mettre tout ça dans le bon contexte. Et on va utiliser en fait le message crucial émis par M. Lyndon LaRouche cette semaine, intitulé en anglais On the Subject of Germany's Role, donc sur le rôle de l'Allemagne depuis les derniers jours. Et M. LaRouche commence en parlant en fait en disant que la contribution très importante faite lors du discours par le ministre des Affaires étrangères allemand Frank-Walter Steinmeier le 12 mars dernier, c'est une bonne contribution, mais cette déclaration-là n'adresse pas exactement les faits essentiels de la situation actuelle. Et donc, M. LaRouche continue en parlant en fait de Kepler et qu'il faut retourner
à la conception scientifique de l'humanité, selon l'astronome Johann Kepler, et son rôle, en fait, dans la définition de la créativité humaine et de son rôle dans la création, en fait, dans la définition de l'être humain comme étant une espèce non pas simplement terrestre, mais une espèce du système solaire. Et donc, M. Larouche élabore aussi sur les vieilles habitudes et comme quoi, actuellement, le problème au niveau de la politique internationale, c'est l'insistance d'imposer des politiques traditionnelles qui échouent depuis déjà des décennies. Donc, et ces politiques-là, en fait, on le voit avec la finance, on le voit avec en fait une imposition de l'usure financière qui ont remplacé la politique, en fait, de production de valeurs physiques. Donc, le concept de production de valeurs physiques maintenant est disparu et a été remplacé par une politique d'usure, où en fait on détruit la capacité de production et la capacité de l'espèce humaine à transformer la densité de flux énergétique, donc à être capable de produire de plus en plus pour le développement de l'espèce humaine. Et c'est cette tradition, c'est cette usure financière qui est représentée évidemment par la spéculation, entre autres, mais évidemment toute l'espèce de système de gambling que représente Wall Street et la City. Donc, qui a remplacé la production scientifique réelle et a détruit en même temps non seulement la production, mais le revenu des familles en général, comme peut le témoigner l'Europe et les États-Unis maintenant. Et en fait, la Chine est en train de créer un défi, toujours selon Larouche, un défi pour l'espèce humaine maintenant, où en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de redéfinir l'être humain par rapport, non pas à la Terre, mais au système solaire. Donc, la volonté politique et les accomplissements aussi scientifiques de la Chine, notamment leur volonté d'aller sur la Lune. On a déjà le lapin de Jeanne qui est là. Et la volonté de développer la fusion nucléaire en utilisant l'hélium-3 qui se trouve sur la Lune. Donc, cette politique-là force en fait l'imaginaire de la population à transformer leur conception de l'espèce humaine et leur conception du futur. Et M. Larouche explique en fait que l'individu humain, étant mortel, en fait, partage une mission qui se définit par rapport à notre conception du futur. Et de la même manière que Jeanne d'Arc, par exemple, dans sa mission pour sauver la nation de France, et les successeurs de Jeanne d'Arc, comme Nicolas de Cuse et Johann Kepler, en fait, a été de dessiner, de façonner la destinée de l'espèce humaine par rapport à la volonté de créer un futur, de créer un avenir. Donc, en fait, l'importance de l'espèce humaine, selon Larouche, ne se situe pas dans la chair humaine, étant des êtres de chair, donc des êtres mortels, mais notre destinée, en fait, se trouve dans la nécessité d'avoir une existence future commune. Donc, l'essence de la matière, l'essence du sujet de l'espèce humaine, ne se représente pas dans les accomplissements de l'individu, mais au contraire dans ce que M. Larouche appelle la beauté de ce pourquoi l'individu s'est battu. Donc en fait, la mission future de toute personne qui a à cœur la cause de l'humanité se trouve en fait dans le futur de l'espèce humaine. Donc il s'agit en fait de construire un avenir pour tous et chacun. Et même si certaines fois, en fait, comme l'espèce humaine le démontre, on a plusieurs échecs, on a plusieurs périodes de l'histoire humaine qui sont très sombres, sont très déprimantes, mais l'essentiel, c'est de se concentrer sur justement cette bataille pour assurer un avenir pour l'espèce humaine dans son entièreté. Et quand on parle de créer un futur, en fait, on parle, toujours selon M. Larouche, en fait, on parle d'une option visant à réaliser
les nécessités qui semblent impossibles et qui en fait transforment les rêves de l'espèce humaine en des accomplissements incroyables. Donc, dans le but de réaliser un avenir pour toute l'espèce humaine, il faut réaliser ce que M. Larouche appelle le sensiblement impossible. Donc, les actes qui semblent impossibles, mais qui sont toujours à la portée de l'espèce humaine. Et quand on parle, par exemple, d'arrêter une guerre mondiale, on parle justement un peu de ces espèces de... En fait, pour beaucoup de gens, la guerre nucléaire est inévitable, ce qui est évidemment une conception ridicule, mais qui est un danger, qui est toujours un danger probable pour nous tous. Mais d'arrêter cette guerre-là est vraiment serait un de ces accomplissements qui redonne à l'espèce humaine une meilleure conception d'elle-même et une conception aussi d'un futur possible. Et je crois que les dernières déclarations, les dernières actions faites par l'Europe, notamment de se joindre à la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures, la AIIB, démontrent en fait cette porte de sortie que plusieurs nations maintenant tentent de prendre et de se diriger vers un avenir possible, plutôt que de simplement agir en tant que spectateur. Parce qu'on ne veut pas, il ne faut pas que l'espèce humaine se considère comme un simple spéculateur sur les événements qui se produisent. C'est vraiment comme ça qu'une des tragédies se produisent. Est-ce qu'on va simplement se dire concernant la guerre nucléaire, viendra-t-elle, s'en ira-t-elle? Beaucoup de gens parlent des faits sans parler d'idées. Et c'est ça qui rend les gens, en fait, politiquement impotents. Donc, il est temps maintenant de prendre en main le défi que lance Lyndon LaRouche pour construire un avenir pour l'espèce humaine, plutôt que de rester spectateur. Puisqu'il est dans l'intérêt de tous d'éviter une guerre mondiale nucléaire, il vaut mieux agir maintenant pour créer cet avenir, plutôt que de tergiverser sur ce qui arrivera dans l'avenir prochain. Donc sur ce, je m'appelle Jean-Philippe Lebleu pour le Comité pour la République du Canada, le 20 mars 2015. Donc je vous dis à tous, à bientôt. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada, aujourd'hui le 20 mars 2015. Bonjour à nos amis au Canada, en France, en Haïti et dans les autres pays francophones. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de conclure une semaine très riche en rebondissements. Et pas à peu près, donc on va parler de plusieurs choses, notamment de 3 ou 4, en fait 4 déclarations faites par des politiciens de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Italie. En fait des déclarations justement qui démontrent une intention en Europe et aux États-Unis d'aller contre la tendance actuelle, la tendance qui est vraiment une tendance vers la guerre mondiale. Et aussi une tendance évidemment vers l'austérité financière, quitte à risquer un effondrement du système mondial. De plus, on va parler du scoop de la semaine, c'est-à-dire la volonté de la Grande-Bretagne, est suivie maintenant par la France, l'Italie et l'Allemagne, parler de manière très directe du danger de la volonté du gouvernement Obama de faire parvenir des armes létales au régime de l'Ukraine, et qu'en fait la conséquence diplomatique de pareille action serait sans précédent. On sait récemment, on a parlé beaucoup à notre émission des accords de paix de Minsk II, donc des accords de paix entre la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne, visant à amener une stabilité dans la région de l'Ukraine. Évidemment, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont montré leur intérêt plutôt à faire la guerre à la Russie, plutôt que d'appuyer un processus de paix et d'amener des armes au régime de Kiev, en fait, créerait ces conditions où le processus de paix disparaîtrait très rapidement
et on connaît déjà l'intérêt du gouvernement ukrainien de briser ces accords-là. Le gouvernement ukrainien étant maintenant influencé, pas simplement un peu, mais influencé énormément par certaines factions américaines et britanniques, et aussi des factions néo-nazies appuyées qui obligent les nations preneurs de prêts, en fait, de transformer leurs politiques internes afin de remplir les demandes insensées du Fonds monétaire international. Et on va terminer la discussion avec une déclaration de M. Lyndon LaRouche, économiste américain qui est à la tête du LaRouche PAC aux États-Unis et qui est fait l'instigateur d'un mouvement international dont je fais partie avec le Comité pour la République du Canada. Et sa déclaration, en fait, sur le rôle actuel de l'Allemagne après les déclarations dont je vais parler, en fait, les déclarations de deux personnages allemands très importants. Le premier étant le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, dénommé Frank-Walter Steinmeier, qui lui avait déclaré dans, en fait, une déclaration à une conférence au CSIS, donc en français, le Centre pour les études stratégiques et internationales de Washington. Et dans sa déclaration, M. Steinmeier, évidemment, est resté diplomatique, mais a parlé, pour ne citer que eux, on pourrait aussi parler de la Nouvelle-Zélande et l'Australie, en fait, des nations qui veulent se joindre à la fameuse banque de développement pour les infrastructures, et en fait, une banque qui est asiatique. Donc, l'acronyme en anglais est le AIIB. Donc, la Banque asiatique pour les investissements dans l'infrastructure, un fonds énorme de environ 100 milliards de dollars et un fonds qui pourrait augmenter puisque il semble que les gens, plusieurs nations en fait veulent se joindre à cette banque-là, qui signifie en fait un énorme changement dans la politique mondiale, sachant que les nations du BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, sont en train de mener une campagne où on veut renverser le système économique actuel. Ce qui veut dire que la AIIB n'est pas simplement une banque habituelle. C'est une banque qui vise un véritable développement, contrairement à la folie du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ont prouvé à plusieurs reprises leur incompétence en fait à amener un véritable développement. On parle souvent des fameuses conditionnalités du FMI par l'Occident depuis le fameux coup du Maïdan il y a de ça quelques années. Donc, pour revenir à la déclaration de M. Steinmeier, donc je vais vous lire un certain extrait ici où il dit, M. Steinmeier dit: « Nous devons porter notre regard au-delà du conflit entre la Russie et l'Ukraine et penser à notre future relation avec Moscou. Ceci signifie que nous ne devons pas cesser nos contacts avec la Russie et utiliser les derniers canaux de communication pour prévoir une sortie de crise et pour l'avenir, préparer la voie pour une relation de coopération améliorée. » Donc évidemment, le discours dur contre Poutine n'est pas un discours avec lequel M. Steinmeier est d'accord. Et donc certaines factions en Allemagne aussi veulent changer cette position-là. Et aussi, M. Steinmeier a rejeté de manière assez explicite l'envoi d'armes à l'Ukraine, disant que cela conduirait à une escalade de la crise qui échapperait à tout contrôle. Donc il dit, je cite, « Je comprends que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'experts, appellent à une solution plus rapide et par conséquent fondée sur l'action militaire.